Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne. Martin direct à la mi-journée 12h30 13h et la grande édition du soir à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, évidemment, l'enjeu du jour pour les marchés, tenter de se stabiliser, et on voit bien quand même que le coup a été rude après le sell-off des derniers jours et notamment la baisse de 3-4% hier sur les indices européens. On a du mal à s'en remettre. On voit d'ailleurs les indices européens qui sont en train de repartir en baisse légèrement. Le CAC 40 est en repli de 0,5% à mi-séance. Vous aurez les informations complètes dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Journée chargée en termes d'événements politiques, de résultats d'entreprise bien sûr. Sur le plan de la politique monétaire, la réunion de la Banque Centrale Européenne évidemment qui sera un moment important. Jusqu'à présent, les observateurs les plus attentifs estimaient que les décisions pouvaient être reportées à la réunion du mois de décembre. On verra si la dégradation rapide sanitaire et les conséquences économiques qui vont avec en Europe obligent la Banque Centrale Européenne à agir dès aujourd'hui. C'est une question qu'on se posera. La publication du PIB américain pour le troisième trimestre, sans surprise, qui sera le reflet de la chute accusée au deuxième trimestre, moins 30, plus 30. Grosso modo, c'est l'ampleur du mouvement qu'on attend pour l'économie américaine sur ces deux derniers trimestres. Et puis ce soir, après la clôture de Wall Street, après 21h, la publication des GAFA. Ce sera un grand rendez-vous, là aussi, pour les investisseurs. Et au milieu de tout ça, des publications d'entreprises à Paris et en Europe. Et puis le retour du deal LVMH Tiffany. Avant d'aborder tous ces sujets, le résumé complet, les infos clés à mi-séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de notre partenaire Bourse Direct. Tendance hésitante sur le CAC 40 à la mi-journée. L'indice parisien tente un léger rebond depuis ce matin à la suite de 3 jours de baisse consécutive. Mais l'indice parisien qui a du mal à grimper au-dessus des 4600 points alors que les mesures de restriction se font de plus en plus contraignantes. Emmanuel Macron a en effet annoncé hier un confinement au niveau national afin d'endiguer la deuxième vague de l'épidémie. Un confinement qui sera moins limitant que le premier car les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts. Certains secteurs bénéficieront également d'autorisations de déplacement, notamment dans le secteur du BTP ou de l'industrie. Le télétravail sera cependant la norme pour le secteur privé. Le Premier ministre Jean Castex estimant qu'il doit être le plus massif possible. Les bars et restaurants vont fermer totalement leurs portes également, tandis que les parcs et les marchés resteront eux ouverts. Un confinement qui commence vendredi pour une durée de 1 mois. En Allemagne, Angela Merkel a pris une décision similaire. Celle-ci a opté pour un confinement limité impliquant la fermeture des bars, des restaurants et des institutions sportives et culturelles. Un confinement limité qui est prévu pour une durée d'1 mois également en Allemagne. Dans ce contexte, les investisseurs vont suivre de près la conférence de presse de Christine Lagarde aujourd'hui à 14h30. Si aucune mesure supplémentaire n'est normalement attendue de la part de la BCE, le contexte sanitaire actuel et les conséquences sur l'économie laissent les investisseurs espérer un geste de la BCE. La Banque Centrale Européenne qui, d'après Christine Lagarde, dispose encore d'outils pour soutenir l'économie si besoin. Christine Lagarde qui a d'ailleurs déclaré hier que la BCE surveille attentivement l'évolution de l'euro et qu'elle reste prête à prendre de nouvelles mesures pour sortir la zone euro de la récession. Du côté des valeurs, Orange annonce un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 0,8% à 10,6 milliards d'euros, un chiffre au-dessus du consensus. Le groupe annonce également un EBITDA, à savoir un EBITDA after lease qui est le principal indicateur de sa rentabilité au-dessus du consensus également, même s'il recule de 0,4%. Le groupe a été touché par la crise liée à la pandémie, mais il annonce que l'impact sera beaucoup moins important au 4e trimestre. Sanofi annonce de son côté un chiffre d'affaires en progression de 5,7% à près de 9,5 milliards d'euros, grâce notamment à son vaccin contre la grippe, mais aussi grâce à son médicament Dupixent. Le groupe revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices nets par action pour 2020 et anticipe désormais une croissance de 7 à 8%. Airbus annonce de son côté avoir réussi à dégager un flux de trésorerie disponible positif au 3e trimestre. Le groupe dit même espérer atteindre au moins l'équilibre pour le 4e trimestre. Des prévisions établies sur la base d'absence de nouvelles perturbations de l'économie mondiale ou du trafic aérien. Airbus qui n'a pas fourni de nouvelles prévisions pour le reste de l'année.
Worldline annonce de son côté prévoir des résultats financiers en 2020 globalement équivalents à 2019 à la suite d'une amélioration de son activité au troisième trimestre, tandis que LVMH s'apprécie à la mi-journée alors que Tiffany a fait savoir que les deux groupes ont conclu un accord sur la réduction du prix auquel LVMH pourrait acquérir Tiffany. Ce prix est ramené à 131,5 $ par action contre les 135 prévus initialement, une réduction de près de 3% du prix d'achat initial pour LVMH. L'accord met d'ailleurs fin aux actions judiciaires intentées de part et d'autre, tandis que l'acquisition devrait être finalisée début 2021. Et enfin, les investisseurs regarderont surtout de très près aujourd'hui les publications des GAFA. Après Microsoft il y a 2 jours, Google, Amazon, Facebook et Apple publient aujourd'hui leurs comptes trimestriels. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck, des marchés européens qui ont du mal à se stabiliser. On est dans le rouge à la mi-journée. Les indices futurs américains sont un peu faibles, mais pour l'instant positifs. Nos invités de la mi-journée, Frédéric Ducrozet avec nous par téléphone, Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance en plateau. Frédéric, je commence avec vous. Bonjour et bienvenue. Vous êtes stratégiste chez Pictet Wealth Management à Genève. Les enjeux de la seconde vague, Frédéric, j'ai regardé un petit peu l'histoire récente. Le point bas des marchés européens a été marqué le 18 mars, je crois, au moment ou au lendemain des annonces de mesures de confinement qui étaient beaucoup plus généralisées qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'histoire doit nous apprendre de ce point de vue-là? Et est-ce que la situation est différente peut-être cette fois, Frédéric? Oui, elle est très différente et le problème c'est justement que l'histoire peut nous apprendre peu de choses à ce stade, d'autant que le timing avant des élections américaines très importantes, avec d'autres sujets macroéconomiques très importants et très incertains, fait qu'on navigue un peu à vue. Les marchés ne traitent de toute façon pas sur les fondamentaux. On a vu la saison des résultats qui a eu très peu d'influence, parfois même contradictoire par rapport aux résultats vraiment observés. L'autre point, c'est que la situation diffère dans le temps, dans l'intensité, la sévérité de la deuxième vague par pays. Alors évidemment, on peut se plaindre du fait qu'il y a une petite cacophonie en Europe ou des mesures en tout cas très différentes, c'est difficile à lire. C'est la même chose aux États-Unis, bien évidemment. Les États américains font face à des situations très différentes aussi. Il y a peut-être quand même un schéma qui se dégage et un espoir, justement, c'est que quand on prend l'exemple de l'Irlande, quand on prend l'exemple d'Israël, qui me semble aussi assez pertinent, avec d'énormes différences toujours, on peut quand même voir une forme de pattern, c'est-à-dire une à 2 semaines de décalage entre la mise en place de mesures plus strictes et les premiers effets, sur la dérivée seconde en tout cas, un ralentissement de l'augmentation des cas, et puis on peut imaginer que 5-6 semaines est à peu près la durée moyenne pour espérer voir une amélioration, par exemple en France, avec la cible de 5000 nouveaux cas quotidiens, qui pourrait éventuellement être entrevue. L'espoir, c'est enfin qu'on arrive avant Noël à assouplir au minimum, sinon revenir en arrière sur un certain nombre de ces mesures pour sauver, entre guillemets, ce qui peut être sauvé de la saison de fin d'année. Ouais, 5-6 semaines, c'est voilà, au regard des éléments statistiques dont on dispose, du niveau du taux de reproduction, etc., ce serait peut-être la période qui permettrait de contenir cette deuxième vague, Frédéric. Si on essaye de se projeter justement sur la séquence post-confinement, il y aura à nouveau un déconfinement. Là aussi, si on reprend le schéma précédent, beaucoup ont été surpris par la vigueur de la reprise. Il y avait eu ce sentiment, ce phénomène un peu de revanche du consommateur. Est-ce que c'est quelque chose à nouveau qu'on attend cette fois? Est-ce que ça peut être différent? Est-ce que le fait que ce soit la seconde fois, le reconfinement, est-ce que ça change les choses dans la reprise qu'on peut espérer après cette période désagréable? Ça change énormément de choses, je pense, ne serait-ce que du point de vue du point de départ, entre guillemets, de la consommation, de l'épargne des ménages également. Il y a un matelas, certes, constitué d'épargne, notamment en France, mais donc une capacité moindre à en reconstituer. Il y a une forme d'hystérèse qui, pour un économiste, est à mon avis le facteur le plus inquiétant aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée de s'habituer et de capituler et de se résigner à une situation qui va être durablement déprimée, qui peut être encore sur le marché du travail très longtemps compliquée à gérer, y compris par le gouvernement. Et donc, on peut espérer que l'impact sur l'activité au 4e trimestre soit moindre, bien sûr, qu'au 2e. On estime quand même de notre côté qu'il est très fort probable d'avoir des retours en récession, en contraction de l'activité au 4e trimestre, et que le rebond aussi sera plus mou. C'est important également parce que l'année prochaine, on espère rentrer dans une dynamique nouvelle, on espère entrevoir un vaccin,
pas revenir encore à la normale, mais dans ce cas-là, vous partez d'une base qui est plus faible. Et pour la macroéconomie, pour les projections de finances publiques notamment, de revenus budgétaires, c'est malheureusement très pénalisant. Ça nous amènera à refaire des ajustements et le gouvernement devra en tenir compte dans une situation qui risque d'être encore très compliquée. Pour évoquer la réponse des pouvoirs budgétaires et monétaires, un jour de réunion pour la Banque Centrale Européenne, Frédéric, est-ce qu'on est toujours, notamment du côté des pouvoirs de politique budgétaire, des gouvernements, est-ce qu'on est toujours sur le schéma d'un whatever it takes global, à tout prix, ou est-ce que cette fois, après avoir déjà mis 100 milliards pour survivre et sauver l'économie française après la première phase de confinement, est-ce que la réponse sera ajustée, adaptée, peut-être plus ciblée? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prévoir aussi de ce point de vue-là, Frédéric? Plus ciblé, c'est très clair, dans la mesure où ces mesures sont également très variables dans leur intensité et dans leur calibrage, j'allais dire, par pays, par secteur, donc elles seront plus ciblées. Elles seront comme en politique monétaire. On a maintenant un outil, on a le QE pour les banques centrales, on peut l'augmenter, l'ajuster, et c'est ce que les gouvernements vont faire aussi à leur niveau. On l'a vu en Allemagne déjà, c'est un petit peu moins clair pour l'instant en France, sur les schémas d'aide aux PME, sur l'extension des mécanismes d'assurance chômage, de chômage partiel. Tout ça va être de toute façon prolongé, ça me semble être une certitude. On peut également compter sur le fait qu'on oublie toujours les règles budgétaires. C'est quand même très important. On a beaucoup parlé cette année de l'énorme plan de relance de l'Europe, ouais, de la Commission européenne. Mais au niveau national, c'est quasiment le même ordre de grandeur dans la plupart des cas. Par pays, on tolère... il est hors de question de rappeler à l'ordre la France, l'Italie ou d'autres pays sur les règles budgétaires pour l'instant. Donc ça, ce n'est pas un souci. On n'a pas ce problème-là. On n'a pas le problème des coûts de refinancement. Malheureusement, on a d'autres problèmes qui, pour le moment, sont encore plus difficiles à régler. Bon, sur le plan de la politique monétaire, donc réunion de la Banque Centrale Européenne, je disais en introduction, jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à hier, les spécialistes comme vous, Frédéric, penchaient plutôt sur l'idée d'une action en décembre. Donc il y aura des messages forts sans doute au cours de cette réunion, mais les décisions devaient être normalement reportées à décembre. Pourquoi attendre si c'est l'option qui sera retenue tout à l'heure par le Conseil des gouverneurs, Frédéric ? Je suis assez d'accord et je vous avoue que je suis assez partagé parce que quand il y a un consensus aussi fort, d'abord c'est plus facile de surprendre. Aujourd'hui, la justification pour une Banque Centrale Européenne d'attendre, de forger ce consensus, d'avoir plus d'informations, elle est quand même beaucoup plus faible qu'elle l'était il y a 6 semaines. On sait qu'il y a une deuxième vague, qu'elle accélère. On voit déjà l'impact sur les enquêtes de confiance des ménages et des entreprises. On n'a pas besoin d'attendre non plus des chiffres d'inflation qui sont extrêmement bas. La justification fondamentale, elle est pas là. Donc, il y a une question tactique, entre guillemets. De toute façon, la Banque Centrale Européenne n'est pas celle qui peut ni doit régler cette situation sanitaire. Elle peut simplement accompagner et renforcer son soutien aux États. La conclusion, c'est ça. Il va falloir que la BCE fasse du fiscal QE, comme je l'appelle depuis septembre 2019 déjà, parce qu'il faut éliminer ce problème de refinancement des États tant que nécessaire, et c'est le cas. Au-delà, il peut y avoir des petites mesurettes et un peu de bricolage sur les TLTRO ou autres qui ne changeront pas non plus la donne. Je crois vraiment que Lagarde aujourd'hui doit envoyer un message très clair. Je le disais aussi de manière un peu provocatrice, mais il ne faut pas qu'on attende le bloc de la BCE demain. Il faut qu'on le sache aujourd'hui et que ce soit absolument sans aucune ambiguïté, qu'il n'y ait aucune erreur de communication, parce qu'il y a eu beaucoup de complaisance il y a 6 semaines et qu'on pourrait s'en mordre les doigts. Il y avait hier sur l'agence Bloomberg une opinion, un éditorial qui a été écrit par l'ancien patron de la Fed de New York, Bill Dudley, Frédéric. Alors bon, le timing est un peu catastrophique parce que le titre de cet éditorial de Bill Dudley, c'est de dire la Fed, en l'occurrence, il parle de la Banque centrale américaine, n'a plus de munitions. Alors évidemment, le propos est un peu plus précis, un peu plus détaillé, un peu moins simpliste que ce seul titre, Frédéric. Mais est-ce que les banques centrales, BCE comprises, doivent être aujourd'hui plus précises sur leurs limites et sur leur capacité d'action pour que vraiment la balle soit dans le camp définitivement des politiques budgétaires? Bill Dudley semble penser que le discours des banques centrales est encore trop flou, encore trop vague, entretient un espoir de capacité d'action sans limite qui finalement freine peut-être un petit peu les initiatives en matière de politique budgétaire. C'est comme ça en tout cas que je comprenais cet éditorial. Oui, effectivement, et non, je pense que ce n'est pas nécessaire. Tout le monde sait qu'il y a des limites physiques, légales,
technique à ce qu'une banque centrale peut faire en termes de taux d'intérêt. Elle ne peut pas aller à moins de 10%. En termes de bilan, elle ne peut pas acheter plus de dette que ce qui est disponible sur le marché. C'est pas la peine de le dire. Il y a une forme d'ambiguïté constructive de ce côté-là qui se veut constructive, justement. Puis en plus, ça manque pas de sel de la part d'un ancien membre de la Fed qui lui-même mettait l'indice des conditions financières au cœur de la fonction de réaction de la Fed et qui donc réagissait un peu trop au marché de ce fait-là. Mais je crois que le propos, il est plus simple aussi. C'est simplement qu'effectivement, il n'y a que la politique budgétaire aujourd'hui qui compte réellement à partir du moment où vous avez ce soutien de la Banque centrale qui, à mon avis, ne souffre aucune contestation tant aux États-Unis qu'en Europe. On a d'autres soucis. Ne perdons pas notre temps et notre énergie à savoir si la BCE doit forcer les gouvernements à faire des réformes ou à réagir. Je crois vraiment que de toute façon, c'est un consensus très large aujourd'hui. Pas de place à la complaisance. Voilà, on verra comment est-ce que Christine Lagarde met en musique ce mantra qui a été répété plusieurs fois par les banquiers centraux européens notamment. Réunion en ce moment du Conseil des gouverneurs, décision à 13h45 et la conférence de presse qui animera évidemment les marchés cet après-midi à partir de 14h30. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous par téléphone depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Et donc Franklin Pichard à mes côtés en plateau, directeur général de Kipling Finance. Rebonjour Franklin. Bonjour. Merci d'être là. Le message aux clients avec cette situation qui s'est brutalement accélérée quand même. Il y a encore une semaine, pas évident que tout le monde imaginait un confinement ou un reconfinement aussi rapide, aussi dur peut-être en France particulièrement. Le marché a commencé à s'ajuster. Est-ce qu'il faut avoir en tête le schéma précédent, confinement, déconfinement, ce qui s'est joué sur les marchés à ce moment-là? Est-ce que la situation est différente? Comment on gère là, les mandats des clients en ce moment, Franklin? Alors le scénario est quand même un petit peu différent. Hein. Si on reprend l'historique, au mois de février, le 20 février, on était à plus de 6000 points, on était à 6111 et on était tombé le 19 mars à 3612 au plus bas de la séance. Ce qui est important, c'est qu'à cette époque-là, c'est dans l'espace de 5 séances, entre le 19 mars et le 26 mars, que le marché est reparti. Ouais. Et depuis ce moment-là, le marché fait quasiment du surplace, avec des valorisations de temps en temps, des pics et des corrections immédiates. Mais si on regarde le 26 mars, on était à 4543 points. On est pas très loin de ça, c'est l'épaisseur du trait. Donc, on n'a pas la même ampleur, etc. Si on refait le même scénario et la différence entre les deux, à l'époque, on était dans l'inconnu le plus total, le plus complet, on ne savait pas où on allait, et tout le monde s'apprêtait ou était touché. Là, on a quand même, de ce qu'on sait, la Chine qui n'est pas touchée et qui est le seul pays qui sera en croissance cette année. Donc, on a une petite lueur qui fait qu'on ne perd pas espoir. Et puis, j'ai presque envie de vous dire, on a un alignement des planètes cette fois-ci, avec un nuage, mais ça a été évoqué, on va avoir les élections américaines, et ça, c'est pour la semaine prochaine. Le nuage, c'est contestation ou pas. Est-ce qu'on sera comme en 2000 dans la bataille entre Bush et Al Gore? Est-ce qu'on attendra le 12 décembre pour avoir la Cour suprême qui sifflera la fin de la récréation? Ou est-ce qu'on aura un vote suffisamment clair pour annoncer officiellement le vainqueur? Dans la foulée, on aura un plan de relance d'un côté ou de l'autre. Et aujourd'hui, Biden, qui a quand même encore, même si l'espace a tendance à se réduire, Biden est quand même favori. Et il a son plan derrière d'infrastructure, etc., etc. Et puis, on a quand même, dans les semaines qui vont suivre, les résultats qui commenceront à arriver sur le confinement. Et donc, une baisse de la pandémie. Et ça a été évoqué et c'est évoqué dans d'autres émissions. On a ce fameux vaccin. On a des gros laboratoires qui l'ont mis en production. Donc aujourd'hui, avant même qu'il ne soit validé, que les phases 3 soient terminées, mais même Emmanuel Macron en parlait hier. Il dit d'ici l'été prochain, on aura. Donc on a quand même un environnement global qui fait qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question, à des investisseurs qui se demandent quoi faire,
Il y a eu les nouveaux investisseurs, ceux qui sont arrivés, tout le monde vous l'a dit, on a tous eu des nouveaux arrivants, nouveaux épargnants. Mais ceux-là, ils ont été déçus. Parce que s'ils n'ont pas profité de la hausse pendant les 5 premiers jours... Évidemment, ils ont plutôt acheté quand le marché avait déjà rebondi. Et depuis, ils sont un petit peu déçus. Donc, ils ne comprennent pas bien. Ils se sont dit, on va exploser les plus-values, on va faire des très belles performances. Et puis, ce n'est pas forcément le cas. C'est le cas quand ils allaient sur les valeurs américaines. C'est moins le cas quand ils étaient sur les marchés européens. Donc là, ça veut dire, c'est plutôt pour ces investisseurs-là, vous dites... Bon, on verra quel sera le point bas de cette nouvelle séquence de confinement, mais vous dites c'est plutôt des opportunités pour peut-être recharger en potentiel les portefeuilles, vous dites. Oui, j'ai envie de dire N'oublions pas qu'il y a du soleil derrière les nuages. Oui, de toute façon. Et le top départ, ça va être attendre les élections américaines, voir si... Immédiatement, on a un vrai driver qui se met en place de ce côté-là, et à ce moment-là, le reste va suivre. Élection évacuée, plan de relance qui deviendra concret, et puis on arrivera dans les 15 jours, 3 semaines, à des chiffres qui seront encourageants sur le ralentissement de la pandémie. Donc, je dis, c'est pas la peine de se précipiter cette semaine. Attendons les élections et le résultat des élections, et là, c'est peut-être de là qu'on aura la première éclaircie et l'envie de rentrer sur les marchés. On n'a pas du tout retrouvé les mêmes phénomènes de dislocation ou de panique, jusqu'à présent en tout cas, qu'on avait pu observer au cours du mois de mars. Oui, on ne l'a pas eu. Enfin, hier, avec des baisses à 13% sur des titres de qualité, quand on voyait Darty, quand on voyait Unibail-Rodamco, quand on voyait Steria, Sopra Steria, ça a été violent. Bon, ce sont les mêmes titres qui prenaient 5% à l'ouverture ce matin. Donc, on a eu quand même un petit peu d'inquiétude. Et nous, notre rôle, ça a été justement à ces clients, ces nouveaux investisseurs qui ont moins que d'autres, que les clients historiques, cette habitude de rugosité des marchés auxquels on est confronté très très régulièrement, de les calmer et de leur dire, comme vous le disiez, on aura des jours meilleurs, et les portefeuilles que l'on construit en ce moment, que l'on renforce, que l'on moyenne et autres, on prépare 2021. On n'est pas dans une gestion à 3 mois. Bon, donc on n'a pas du tout capitulé sur l'idée quand même de cette reprise en 2021, même s'il y a un moment désagréable, quelques nuages à passer et à effacer. Orange, leader du jour sur le CAC, ça n'a pas dû arriver depuis très longtemps. Orange qui est en baisse quand même encore de 30% depuis le 1er janvier dans un secteur télécom dont on nous disait vous allez voir la résilience des modèles économiques, on n'est absolument pas affecté par la pandémie, au contraire notre business en sortira renforcé, les gens en télétravail vont comprendre l'importance des réseaux, de la qualité des réseaux. Orange qui surfe sur cette vague justement de la qualité du réseau. Alors le titre se réveille aujourd'hui après la publication un peu, plus 5. Alors, on va parler un peu de psychologie de marché. Alors là, on va parler d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais vous avez des investisseurs qui, depuis les années 2000, ne veulent plus entendre parler d'Orange. Donc ça, c'est clair. France Télécom. Mais si vous voulez l'attraper, vous parlez de la performance depuis le début de l'année, mais la déconvenue d'Orange, elle remonte au mois de novembre. Elle a 1 an, 12 mois. Il y a 12 mois, Orange valait 15 €. On est sous la barre des 10. Et effectivement, on a ce qui alimente un petit peu les opinions positives sur Orange aujourd'hui, de la part des analystes, c'est ils sont très dynamiques, ils communiquent beaucoup sur la 5G. Donc, ils profiteront de la 5G dès son déploiement. Et l'autre élément, c'est qu'ils ont surfé aussi sur le confinement et toutes les activités aux particuliers. Et c'est vrai que du coup, on voit les analystes, certains analystes de grandes maisons de brokerage, avoir des objectifs à 12 €, 13 €, ce qui sera toujours nettement moins que le cours d'il y a 12 mois, mais qui est mieux que le niveau sous les 10 auquel on est aujourd'hui rendu. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on n'emmènera pas tout le monde sur un titre comme Orange. C'est un dossier qui a laissé de mauvais souvenirs. Vous avez encore des clients qui sont marqués par France Télécom qui a valu combien, je ne sais plus à l'époque. J'ai même oublié, mais je crois qu'à plusieurs centaines d'euros, sans doute, j'ai même oublié. En bourse, et qui sont toujours sur le discours, on m'y reprendra plus. Ah, complètement. Oui, il y a des titres comme ça, c'est compliqué de revenir dessus quand vous avez perdu beaucoup d'argent. Même si en 20 ans, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais bon, Orange, en tout cas, leader du jour aujourd'hui, toujours sous les 10 € quand même, par rapport à 15, vous rappeliez, au mois de novembre 2019. Et puis tiens, là aussi,
Un autre mystère, j'ai envie de dire, c'est Sanofi. Donc là aussi, parmi les grands groupes du CAC qui ont publié leurs résultats ce matin, des bons résultats, je crois qu'ils relèvent même leurs objectifs financiers, Sanofi, dans un secteur de la santé, qui voit son blason quand même redoré à travers cette crise pandémique. Tout le monde travaille plus ou moins à gérer, à répondre aux enjeux de cette crise sanitaire. Ça met de toute façon la santé à nouveau sur le devant de la scène. Sanofi fait mieux que le marché, mais le titre est quand même en baisse de plus de 10% encore depuis le 1er janvier. Ça reste une valeur un peu lourde, Sanofi. Oui, ça reste une valeur lourde parce que si vous reprenez la communication de Sanofi depuis la pandémie, depuis le mois de mars, ils ont toujours été très discrets, certainement très réalistes. Ils n'ont jamais vendu des trucs qu'ils ne feraient pas. Ils n'ont jamais dit on y est, et puis suspendu des protocoles de phase 2 qui n'étaient même pas en phase 3. Donc eux sont restés très très discrets là-dessus. Ce qui a réveillé un petit peu le titre là, c'est qu'en fait, en publiant des résultats, on s'aperçoit qu'ils ont été portés paradoxalement par les ventes de vaccins contre la grippe, mais la grippe saisonnière, celle qu'on croise chaque année. Et tout le monde s'est précipité sur ces vaccins-là, et ça a généré un volant d'affaires très important pour Sanofi. Et Sanofi reste malgré tout dans les starting blocks pour développer un vaccin, mais toujours avec cette même logique beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus posée dans la communication, dit on verra pour l'été prochain. Donc forcément, des investisseurs... Parce que ce réveil, ça perd 2%, c'est à 77 €. Quoi. Oui, c'est ça. Mais vous avez des objectifs à 100 € dans les maisons de brokerage. C'est une valeur, effectivement, beaucoup plus tranquille, qui va être beaucoup plus longue à réagir et à se réveiller. Mais sincèrement, ça peut quand même être rentré dans les portefeuilles sur de la durée. On n'est jamais déçu avec Sanofi. Mais aujourd'hui, il y en a qui brillent plus médiatiquement ou peut-être véritablement en termes de recherche, mais méfions-nous de l'eau qui dort et je ne jetterai pas Sanofi à la poubelle, loin s'en faut. Bon, très clair. Sanofi à regarder effectivement, même si le titre a pu décevoir encore au cours de cette année. Il perd plus de 10% depuis le 1er janvier contre un CAC qui perd lui plus de 20% désormais après la baisse des derniers jours. On verra si les GAFA brillent ce soir à Wall Street. Franklin, ce sera quand même un enjeu clé pour les investisseurs. Un autre angle clé, ce sont des titres qu'il faut évidemment avoir. Tout le monde vous dit que dans une période de confinement, il faut avoir Amazon. Mais vous prenez l'ensemble des valeurs tech américaines qui ont corrigé, les PayPal, les Microsoft, qui n'ont pas été salués comme ils auraient dû l'être avec leurs résultats. On va attendre la publication des GAFA cet après-midi, et puis ensuite, ce soir, et ensuite, on reviendra sur ces titres-là. Ceux-là, il faut les avoir, a priori. Et on essaiera de les avoir au meilleur prix. C'est ça le but. C'est ça le but du jeu. Merci beaucoup, Franklin. Merci pour vos remarques, vos réflexions, votre éclairage du jour sur les enjeux de marché du moment. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.